Bon. Bon, bien alors, bonjour tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue à notre deuxième mercredi de l'histoire là, au Saint-Charles de la saison 2025-2026. Je salue les gens qui nous regardent en direct sur la plateforme Zoom. Alors, je vous dis tout de suite que durant la présentation, vous pourrez lever la main virtuellement et vous pourrez commenter ou poser une question. Mon collègue Hugo, qui est derrière la caméra, vous donnera la parole au bon moment et nous vous entendrons dans la salle. Et je tenterai de répondre à votre question si je suis capable de le faire, bien sûr. Alors, il ne faut pas hésiter. C'est une soirée d'échange sur un thème, donc celui de Henri Ross. Alors, bienvenue. Ce soir, juste avant de commencer, je souhaite souligner la présence de mes collègues du conseil d'administration de la Société d'histoire. Donc, on a Denis Paul à l'arrière, notre vice-président. Bonsoir, Denis. On a Bernard Poirier ici devant moi. Hugo Chouinard à la technique. On va dire ça comme ça. Il y a Lucie qui arrive derrière notre trésorière, Lucie Roy. Francine Trudel qui arrive à la suite de Lucie derrière notre secrétaire. Et Michel Turcotte ici à l'avant. Je pense que j'ai oublié personne. Alors, nous sommes 45 en présence ce soir. La madame est là pour le savoir. Ouais, c'est ça. Alors, ce soir, nous discuterons autour d'un thème qui est celui d'un personnage. Et le personnage est bien plus large, vous allez bien le constater, que lui-même, là, donc avec sa famille et son rayonnement. Donc, un personnage qui s'appelle Henri Ross et que j'ai tenté de comprendre un peu mieux ce soir. Alors, il ne faut pas hésiter, les mercredis d'histoire, c'est une présentation sur un thème et la foule doit réagir, la foule doit commenter et poser des questions parce que je pense que tous ensemble, nous en savons collectivement plus que moi-même. Alors, je vais vous demander une certaine discipline ce soir aussi, puisque je m'en excuse, mais j'ai une présentation de 55 diapositives et j'ai une petite surprise supplémentaire à la fin également. Alors, si vous êtes gentil, là, vous aurez accès à la surprise à la fin tout à l'heure. Bien. Et là, j'espère que vous serez disciplinés. Ça s'applique aussi à moi parce que vous me connaissez, ceux qui viennent depuis un certain temps. Je peux déraper, n'est-ce pas? Je vais tenter de me retenir, même si des fois j'ai le goût. Alors, j'enseigne demain matin à 8 heures, alors il faut qu'il me reste du gaz un peu. Alors, voilà, allons-y sur Henri Ross. Et là, je débute en faisant une mise en contexte. Les initiés à l'histoire locale avec un E, là, je fais une faute en partant. M'excuse. C'est comme si je ne l'avais pas lu 25 fois en plus. Là, de Loretteville, voire de la Haute-Saint-Charles, connaissent l'emplacement de la maison et de la manufacture d'Henri Ross. Hein? On sait généralement où ça se trouve, à côté du pont, l'édifice blanc avec une arche dans le milieu, la manufacture à droite, la maison à gauche. On sait ça. Nous connaissons les grandes lignes de l'existence de cette famille près de la rivière Saint-Charles et du pont qui la traverse. C'est à peu près tout. On sait peu de choses sur cette manufacture-là, sur ce personnage-là, sur la maison, etc. Un courriel est venu changer, tout changer, celui de M. Peter Trépanier, descendant d'Henri Ross, qui s'est transformé en un don unique et magnifique à la Société d'histoire. Nous voulons vous partager l'histoire de la famille Ross à travers ce don hors du commun. Donc, plus tard, là, vous viendrez voir, là, on a présenté quelques items du don en dessous de la cloche, là, du bidule de plastique. En tout cas, ce qu'on retrouve là, on en retrouve une partie aussi dans ma présentation de ce soir. C'est une Bible qui a été offerte par Henri Ross à son épouse la journée de leur mariage en novembre 1863 et un livre d'or qui a été signé au moins par une personne ici présente dans la salle, dans la maison de la famille. Et le livre d'or débute en 1939. On y reviendra. Donc, en poussant les recherches et les réflexions, nous avons trouvé plusieurs informations supplémentaires autour de cette famille qui a laissé un héritage profond sur notre territoire. Par cette présentation, nous voulons rendre hommage à cet héritage, à ce don, à cette famille
qui a une histoire, et je le rappelle, c'est mon sous-titre, méconnu sur notre territoire. Alors, puis à la fin, vous allez voir, là, j'ai des remerciements puis des sources, là. Il y a ultimement beaucoup plus de monde qui ont partagé, qui ont contribué à la présentation de ce soir. Puis, il a fallu que je m'arrête à un moment donné parce qu'encore hier soir, j'avais des discussions avec des personnes de la famille, des descendants, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, faut que je m'arrête. Je suis rendu à 55 diapositives à un moment donné. Hein? Alors, c'est une introduction ce soir à la famille d'Henri Ross, qu'on voit ici. Alors, Henri Ross est décédé en 1926. Il était né en 1842 au lac Beauport. Et il est donc photographié sur son terrain derrière la manufacture. Donc, l'édifice qu'on voit derrière serait là, un bâtiment à l'arrière de la manufacture, donc qui se trouve le long de la rivière Saint-Charles. Ben, c'est ça là, que l'on voit là, tout juste à côté du pont. Voilà, Henri Ross. Donc, la photo date d'avant 1926, comme vous le devinez. Alors, on a ici, là, la dite maison et la dite manufacture aujourd'hui, là, avec la fausse arche dans le milieu, le faux passage qui mène à l'arrière des deux bâtiments. Donc, le numéro 1 à gauche, c'est la vieille maison mansardée en pierre. Donc, plus l'air de ça aujourd'hui, là, avec un toit en pente là, qui n'est plus mansardé ou qui n'apparaît plus mansardé. Et à droite, donc, de l'arche, se trouve la manufacture avec les séries de 3 fenêtres, là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ce qui est dans le milieu, au-dessus de l'arche, c'est un ajout. Puis ça a été ajouté, là, c'est une histoire trop récente pour moi. Aidez-moi quelqu'un. En 1990, qu'on me glisse à l'oreille ici, M. Savard. Bien, alors, cette photo provient de Google Maps, bien sûr. Vous le devinez, c'est comme ça aujourd'hui encore. Ah, on a ici la famille Ross vers 1910. Alors, donc, les parents Ross que l'on voit, là, si je les pointe ici, donc la maman, là, Harriet Saint et Henri Ross, qui se sont mariés en 1863 et qui ont eu une douzaine d'enfants, dont on voit plusieurs d'entre eux là, qui ont survécu à l'âge adulte sur la photo. Donc, c'est une photo dans un studio, vous le devinez bien, là, c'est organisé, là, c'est stagé, là, si j'ose le dire. Et la maman va mourir en 1916, si ma mémoire est bonne. Et c'est donc une photo qu'on date d'avant 1916, donc autour de 1910. Donc, puis, bien, la famille de M. Trépanier nous avait fourni cette photo-là, mais également le nom de tout le monde avec les numéros. Donc, on voit le père qui est le numéro 6, 1842-1926. On le voyait sur la photo précédente. Puis, on voit tous les noms, là. Un, Percy Drummond Ross. Donc, Drummond, pourquoi? Parce que le père d'Henri se prénommait Drummond Ross. Alors, Léonora Florence, Emma Clara Ross, Charles Fleury Ross, Ella Maggie Ross, Henri Ross, le père, Ethel Tachereau Ross, Harriet Maud Ross, Harriet Ann Saint, donc la mère, numéro 9, donc décédée en 1916, Eva Jane Ross, Edward Ernest Ross et Mabel Jessie Ross, en numéro 12. Donc, c'est la famille vers 1910. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je la remette, là, la photo, là, pour faire le lien avec les noms. Là. Soit dit en passant, là, moi, comme président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles depuis à peu près 2008, je n'avais jamais vu de photo d'Henri Ross. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Là, je n'avais jamais vu ça. Pour vous dire à quel point cette histoire, pour nous, est méconnue. Hein? Puis là, ben, on découvre plein de photos de la famille. Donc, Henri Ross et son épouse, Harriet. Donc, photo prise sur la rue Saint-Jean. Donc, encore une fois, c'est la famille Trépanier qui nous a transmis ces photos-là. Alors, magnifique photo, bien sûr. Bon, la prochaine photo, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la Bible qui a été donnée au moment du mariage, en novembre, là, de ces jours-ci,
1863. Donc, 37 plus 25, ça fait 57, 62. Il y a 162 ans. Donc, c'est la page couverture de la dite Bible qui est ici, là, présentée dans le meuble. Donc, on voit là, c'est écrit, là, je l'ai lu une fois, là. This Bible belongs to Harriet Ann Ross. 1864, Henry Ross, ici. Puis là, il parle là, qu'il s'était marié en novembre 1863, Henry Ross, etc. Vous voyez? Alors donc, c'est un cadeau de mariage, si on veut, dans la famille, lors du mariage qui a été célébré donc à l'église Saint Andrews à Québec en 1863. Donc lui, il avait 21 ans, puis elle en avait 18. Et elle était une immigrante anglaise. Donc, elle avait traversé l'Atlantique quelque temps auparavant pour arriver ici dans ce qu'on appelait alors le Canada uni, donc avant la création du Canada moderne en 1867. Ils étaient anglicans, oui, de religion protestante anglicane. Il y a plusieurs équipes là, dans les religions protestantes. Là, eux, ils étaient anglicans. C'est une question importante. Parce que tantôt, vous allez voir qu'ils vont avoir une influence dans le secteur. Là, je fais du more to come. Hein? Ça va venir, ça va venir. Donc, voici ici, là, j'ai le bonheur d'être abonné à Ancestry. J'ai trouvé quelqu'un, en fait, qui avait fait un arbre généalogique de la famille d'Henri Ross. Donc, Henri Ross et son épouse sont entourés en rouge ici, au milieu. Donc, il y a les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Et les enfants d'Henri Ross, ainsi que les enfants de sa... ça, c'est ses enfants ici. Mais là, il faut savoir aussi que la mère d'Henri Ross va perdre son mari en 1856 et va se remarier avec un Taschereau, avec Fleury Taschereau, et il va avoir d'autres enfants avec ce dernier-là. Alors qu'il se retrouve, là, si je me souviens bien, à droite complètement ici, sur la ligne. Donc, vous voyez qu'il y a du monde, c'est une grosse famille, puis ils ont tous un, deux, trois prénoms, là, des fois, puis il faut essayer de se démêler dans tout ça. Puis des fois, ils reprennent les mêmes noms là, de génération en génération. Donc, il y a d'ailleurs quelques légères erreurs là, dans cette généalogie-là que j'ai détectée. Puis, évidemment, vous connaissez mon sens du détective. J'ai écrit à la personne pour essayer de savoir qui elle était par rapport à tout ce monde-là. Puis, elle ne m'a pas encore répondu. Puis, je n'ai pas cliqué non plus, question d'espace, sur les enfants, enfants, etc., qu'on a sur la ligne du bas qui descend de 2, 3 générations aussi par la suite. Alors, donc, ça rayonne, là. Il y a du monde, hein, bien sûr. Parmi les trucs exceptionnels que j'ai trouvés sur cette généalogie-là, d'ailleurs, c'était une des questions que je posais à la personne qui avait fait l'arbre généalogique. Elle avait une photo de la mère d'Henri Ross qu'on a ici, là. Donc, ça s'appelait Maria Jane Beamish Ross. Beamish, merci beaucoup. Alors, à noter qu'elle va perdre son mari Drummond Ross en 1856 et qu'elle se remariera la même année à Achille-Antoine Fleury Taschereau. J'ai souligné Taschereau, ça, c'est parce qu'il va y avoir une question à l'examen là-dessus tantôt. OK? Juste pour voir si tout le monde suit, là. Hein? J'ai souligné Taschereau pour que tu sois éveillé là-dessus. Je ne croirais pas. Je vais répondre comme ça pour le moment. Alors, évidemment, vous connaissez mon bonheur aller chercher un paquet d'affaires comme ça dans les journaux anciens du Québec. Alors, ce que j'ai effectivement fait là, depuis une dizaine de jours maintenant, 10, 12 jours, 14 jours, ma blonde a dit, là, tu fais des morts? Là, je dis, oui, je fais des morts, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des morts? Oui. Alors, dans le Morning Chronicle du 14 juillet 1885, et c'est en lien avec Tachereau, là, il y a ici Henri Ross de Saint-Ambroise, Lorette,
juillet 13, 1885. Il était marchand. Alors, ça, c'est quand même un indice intéressant, là. On aime ça, voir ça. Il va écrire à l'éditeur du Morning Chronicle, Allow me to correct an error in your issue Saturday. You say that the sailor Jean-Baptiste Taschereau found drowned at Saint-Laurent, Island of Orléans, was supposed to be a son of the late Fleury Taschereau, formerly merchant of Quebec and Lévis. Let me tell you, he had no son of that name, and he and his son are now living in Dakota, Manitoba. Donc, il dit, vous avez annoncé qu'il y avait un mort qui était le fils de Fleury Taschereau. C'était pas lui. Alors, il dit, corrigez votre journal, s'il vous plaît. Alors, donc, vous voyez le lien avec Taschereau. Donc, la famille Taschereau ne sera jamais très loin de la famille Ross. C'est ce que je comprends. C'est ce que j'ai compris en lisant un paquet de trucs sur cette famille-là. Donc, Ross corrige le journal par ce petit article, cette correction dans le journal. Donc, les origines. Rue Saint-Jean et à la longue queue. Donc, là, la longue queue, pour ceux qui ne connaissent pas ce territoire-là, c'est l'ancien nom ou un des anciens noms qu'on donnait à une rue, à une route, à un boulevard qui s'appelle le boulevard Saint-Claude. Alors, tout le monde connaît, la plupart des gens connaissent ici le boulevard Saint-Claude, qu'on appelait autrefois, à l'époque du régime seigneurial, la côte Saint-Claude dite de la longue queue. Bon, ça, tu veux que je te dise, c'est le même qu'on l'appelait. Hein? C'est ça, il faut vivre avec. Alors, nous avons retrouvé Henri Ross dans le secteur de la longue queue dès 1869. Il est né en 42, il s'est marié en 63 et en 69, on va le retrouver à la longue queue. Alors qu'il avait 27 ans, Ross s'était marié à l'église Saint-Matthews en 1863. J'ai dit St. Andrews tantôt, hein? Je me suis trompé. Avec Harriet Ann Sate. Il avait une association d'affaires, d'abord avec son frère Monroe Ross, et ensuite avec son beau-père, Fleury Taschereau. C'est bon? Sur la rue Saint-Jean à Québec. Visiblement, il va ensuite venir s'établir à la longue queue. Mais dans quel contexte? Il y en a un contexte, bien sûr. Juste avant, dans le Morning Chronicle du 7 septembre 1854, donc il n'est pas encore à la longue queue. Ça s'en vient. Alors, the partnership who are existing between the Henderson Monroe Ross et Henry Ross. Bon, c'est fini, c'est terminé. L'entente entre les deux frères, tac, Monroe Ross, Henry Ross, Québec, 1er septembre 1864. Alors, leur entente est terminée, 1864. Alors, donc, les deux frères, le frère qu'on retrouvait d'ailleurs dans les généalogies, puis si je me souviens bien, c'était un de ceux qui avait une photo qui avait été déposée par la personne qui avait publié cette généalogie-là en ligne. Voilà. Donc, ils sont sur la rue Saint-Jean en 64, l'année après le mariage. Ils étaient déjà en affaires, puis ils cessent leur association d'affaires à ce moment-là. Donc, à la longue queue. Il devient évident pour nous de tirer la conclusion qu'Henri Ross et son beau-père Fleury Taschereau, donc le second mari de sa mère, se sont établis à la longue queue pour profiter du passage du chemin à lisse de bois, connu sous le nom du Québec-Gosford Railway. Donc, là, tu as bien compris, hein? Il y a des gens qui vont construire un chemin de fer, mais avec des rails en bois. Oui, il y a des gens qui vont faire ça. Je te rassure, ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas duré. D'accord? Alors, partant de la gare de Saint-Sauveur et montant là, vers Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce chemin va suivre le parcours de l'autoroute Henri IV et servait à aller chercher des cargaisons de bois de chauffage vers Sainte-Catherine et descend en ville. Et sur le long de ce passage-là, du chemin à lisse de bois, ben, il y a un endroit clé, c'est quand il va traverser le boulevard Saint-Claude, hein, qui ne s'arrêtait pas à cette époque-là à l'autoroute Henri IV, mais qui continuait vers l'ouest à travers ce quai Val-Bélair d'aujourd'hui,
avec un chemin, là, la route Amiral, là, si on la connaît bien, là, on voit ça facilement sur Google Maps, là. Donc, ça connectait, ça a été coupé en deux par l'autoroute Henri IV, mais à l'époque, ça montait vers le nord. Puis à cet endroit-là, on arrêtait le train, il y avait une gare. Puis à côté de la gare, tu me vois venir, là, il y avait une forge. Alors, il y a des descendants, Huguette ici, là, descendante du forgeron. Alors, il y avait une forge, il y avait un moulin à scie. Non, on n'a pas ce soir de descendants. Monsieur Savard, Georges Savard, votre arrière, Charles Savard. Oh, oui, c'est vrai, il y avait la forge avant, oui, c'est vrai. Non, donc, je pense qu'on n'a pas de moulin à scie ici, présent ce soir. Il y a Léopold Savard. Léopold n'est pas ici ce soir. D'habitude, Léopold est là, mais Léopold n'est pas là, donc c'est un descendant du moulin à scie. Il y avait aussi, puis là, je n'ai pas de descendant pour celui-là, quelqu'un qui avait ouvert une petite auberge avec un petit endroit pour prendre un peu de Jamaïque, là, vous voyez, là, une taverne, hein, M. Drolette qui avait une taverne à cet endroit-là. Donc, tout le monde avait flairé la bonne affaire entre le passage du chemin de la longue queue et le passage du chemin à lisse de bois. Henri Ross, c'est mon hypothèse, a vu une occasion d'affaires, puis est allé s'établir à cet endroit-là. Donc, la gare La Forge du Moulin à Scie, le moulin à Cardé, il y avait ça aussi, resteront des arguments forts menant Ross et sa famille à s'établir à cet endroit-là. Ils y seront pendant 30 ans, de 1869 à 1899. Et là, pour se situer, là, ça va peut-être vous m'aider, cette prochaine diapositive-là, mais en tout cas, juste pour vous situer ici, là, on a la rue Racine, on a l'église ici, là, on le voit bien. Donc, la rue Racine, ça fait un triangle, ça devient la rue Verrette, qui devient la rue Saint-Claude, qui s'en va. Puis au loin, là-bas, là, cette grande ligne-là, ici, c'est le chemin à lisse de bois. L'espèce d'agglomération qu'on a ici, là, c'est tout ça, là. La forge, le moulin à scie, le moulin à cardé, le chemin de fer, la gare de chemin de fer, la taverne, l'auberge, blablabla. Tout est dans ce carré-là que j'ai un peu grossi ici. Donc, et on voit là, qu'il y a une agglomération qui ne sont pas juste des terres où on avait une ferme puis une maison, puis ça s'arrêtait là, là. Il y avait quelque chose d'autre qu'on comprend. Le plan date de 1873. C'est le plan du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeunnerette. Le chemin de fer a été pensé en 69, puis a commencé à rouler en 70. D'accord? Jusqu'en 73, avec l'été 71 entière de pause pour faire des travaux, puis c'est ça. Il faut tenter de le réparer. Alors, on a ici, donc, Ross est là en 1869. Il flaire la bonne affaire. C'est ce que je pense. On a ici la minute 39 du greffe du notaire Paul Picard. Paul Picard était notaire à Wendake. Puis Paul Picard, ben, il y a un greffe, il y a des minutes, il y a des actes. L'acte 39 dans son greffe de notaire nous parle donc d'un accord entre un personnage qui s'appelle Siffroy Parent et Henri Ross et qui fait référence en fait à le fait que Ross habite sur un lot qui est à la longue queue et qui renouvelle en fait en 1877, 74, pardon, un accord de location d'un espace qu'il louait depuis 1869. Donc, on indique ici, là, attendu depuis le milieu de mars 1869. Donc, il était là. On indique dans ce document-là du notaire Paul Picard que Ross était présent sur le territoire depuis 1869. D'accord? Alors, donc, c'est ce qui vient me prouver l'affaire. J'ai une autre preuve de ça en plus. C'est le document suivant. Alors là, il faut que tu apprennes une chose. Concentre-toi. C'est que le nord n'est pas toujours en haut dans la vie. Tu me suis-tu? Là, le nord, il est à droite. D'accord? Fait que, hein? Yeah! Imagine-le de même. On a perdu le nord, il est par là.
Ça, c'est Saint-Claude. Là, par là-bas, c'est vers la rue Racine. Là, puis par là-bas, c'est vers Val-Bélair. Hein. D'accord? Ça, c'est le chemin ici à l'Île de Bois. Ça va vers Sainte-Catherine. Tu comprends? Et là, sur cette carte-là, euh, du plan du chemin de fer, on indique des noms avec des numéros. D'accord? Aux Archives nationales du Québec. Puis là, si on regarde bien, le numéro 1, qu'est-ce qui est écrit en haut? Messieurs Ross et Tachereau. Donc, en 1869, messieurs Ross et Tachereau sont au numéro 1 pour se situer. Numéro 3, c'est M. Drolette et sa taverne. Numéro 4, c'est M. Savard et sa forge. Alors, ça, c'est chez vous, Huguette. Oui. Après, ouais, c'est ça. Fait que, mais ben, c'est chez vous, pareil. Moi, je dis c'est chez Huguette. C'est ça, c'est chez vous. On n'est pas à une année près. Non, non, non. Oui. Oui, alors pour ceux qui connaissent le coin, le garage au bout du boulevard Saint-Claude, là, c'est un petit garage de mécanique à droite là, avant d'arriver. C'est Simon Turcotte. C'est dans la famille, puis ben c'est voilà, c'est plus une forge aujourd'hui, mais il répare des morceaux de métal sur des genres. Ça marche pareil, on va dire ça de même. Alors donc, déjà là, à ce moment-là, on voit sur cette carte, sur ce plan du chemin à l'île de bois, la présence de M. Ross sur le territoire en 1869. Puis évidemment, M. Ross a flairé la bonne affaire. Il obtient un permis de taverne. Lui, tant qu'à faire. Dans le Morning Chronicle du 7 septembre 1872, j'ai découpé parce que c'était très long, là, j'ai fait 2 colonnes. Là. Donc, les personnes suivantes se sont fait distribuer une licence pour un permis de taverne. Et donc, il y avait ici là, Henri Ross à Saint-Ambroise. Mais là, Drolette, là, qui avait la taverne avant, il est arrivé des affaires à Drolette. Drolette, c'était un garnement un peu, je crois bien. Il vendait de la boisson sans permis. On a lu ça à travers le temps. Puis, il s'était sauvé. Il était arrêté par la police. En tout cas, c'était un tout croche. Fait que je pense qu'Henri Ross s'est dit, moi, je vais en ouvrir une taverne à côté de la gare. On va faire de l'argent avec ça. Le monde va débarquer. Puis, ça va bien aller, tu sais. Fait que moi, je vais y aller selon les règles. Je vais avoir mon permis pour vendre de la boisson. Donc, 1872, Ross habite à Saint-Ambroise, à la longue queue, puis rouvre sa taverne. Donc, ici, là, je tiens à souligner et à remercier mon ami chercheur, on va l'appeler comme ça, François Daigle, qui, lui, est allé fouiller un fonds d'archives aux Archives nationales du Québec. C'est le fonds Paul Picard. Donc, Paul Picard, je te l'ai nommé comme notaire tantôt. Puis là, je vais revenir en arrière. OK? Si tu es perspicace, tu avais vu sur cette carte-là aussi que Paul Picard possédait aussi des terrains. Hein? En plus d'être notaire, il possédait des terrains. On le voit à côté de la gare, là. D'accord? C'est écrit station, c'est la gare, là. C'est ça. Oui, oui. Oui, Paul Picard, c'est un Wendat. Oui, on est dans les 40 arpents, là. Donc, on est à la frontière de la limite entre la réserve Huron-Wendat des 40 arpents et le territoire de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Donc, on est à cheval là, sur les deux réalités géopolitiques, je vais le nommer comme ça. Il a l'air de toujours avoir un petit coup dans le coin, quand on est nord en haut. Là. Oui. Dans le coin inférieur droit en bas, là, il a l'air d'avoir toujours un petit coup dans cette partie-là. Moi, c'est jamais clair. Il y a toujours des petits flous sur la limite, là, puis il y a du monde qui a des terrains d'un bord puis de l'autre. D'ailleurs, Ross va avoir des terrains des deux côtés du 40 là, aussi. Là. Mais je ne suis pas allé jusque-là, là, parce qu'à un moment donné, il faut. Faire juste 55 diapositives. Tu t'en souviens? Alors, je retourne à celle où j'étais rendu ici. Donc, en 1874, essentiellement, ce qu'on dit là-dedans, c'est que il y a un dénommé François-Xavier Picard, propriétaire de l'eau, qui loue à Ross locataire. Et ça a été trouvé dans le fond, et ce n'est pas numérisé, dans le fond Paul Picard aux Archives nationales du Québec. Et on parle en fait essentiellement
dans ce texte-là de 2 lots qui doivent être labourés par M. Ross, qui les loue à M. François-Xavier Picard, qui était, aidez-moi quelqu'un si je ne me trompe pas, le père ou le fils de Paul Picard. Le père de Paul Picard, c'est ce que je pensais, bien sûr. Donc, tu sais, tout est dans tout à un moment donné. C'est tout le même monde qui se croise. Bon, on n'est pas encore rendu à la manufacture, là, fait que, hein, on se comprend bien. Donc, 1874, on garantit encore, on explique encore sa présence sur le territoire. On dit là-dedans là, qu'un des 2 territoires, un des 2 lots, il doit le grainer, je pense, et faire pousser des semences une fois dans les 3 prochaines années, quelque chose comme ça. Là. Je me souviens plus. Alors, toujours dans le fond Picard, cette fois en 1879. Donc, Jeune Lorette, 11 novembre 1879. On s'en souvient de cette journée-là. Ah, merci. Alors, à M. Henri Ross de la Longue-Queue, donc on dit qu'il habite là. C'est une preuve, ça. À M. Henri Ross de la Longue-Queue. Hein? Monsieur, ayez la bonté de donner au porteur de ce billet, qui est M. Paul Picard, la somme de 10 piastres sur le loyer de la maison de feu Isaac Bastien. Nous sommes avec respect, vos serviteurs, Maurice Bastien, chef, et Honoré Sioui, agent. Donc, encore une fois, ce qui nous intéresse particulièrement là-dedans, c'est que ça vient confirmer que Ross habite toujours à la Longue-Queue. Et là, on a des factures. Dans le fond, Paul Picard. Alors, avec ici, là, l'espèce d'en-tête là, de la facture, là, Henri Ross General Store, dealer, in Goodwood, je pense, qui est écrit. Puis là, après ça, là, je ne le vois pas bien, c'est écrit Sainte-Ambroise et Indienne-Lorette à la fin de truc. Puis là, on indique ce que Paul Picard a acheté à Henri Ross. Entre autres, là, ici, One Clock, 3 de Oats, de gruau, je pense, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Après ça, 5 douzaines d'œufs. Une demi-corde de bois d'érable. Ici, je pense qu'il y a des lobsters. Henri Ross vendait des homards à la longue queue. Ah, c'est ça, hein? C'est le même. Que voulez-vous? Ah, c'est écrit, c'est vrai, c'est écrit. Alors, donc, la facture comme ça nous explique un peu ce que. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'ils vendaient ça dans un genre de magasin général, dans un endroit qu'on ne soupçonne pas être aussi effervescent économiquement à cette époque-là. Une longue queue de homard. Alors, toujours dans le fond, Paul Picard, en 1890, encore une facture de trucs que Picard a acheté à Henri Ross. Là, ben là, un paquet d'affaires, là, du gruau, il y a toujours du gruau, il y a toujours du gruau là-dedans, là, des clous, là, 5 livres de clous, etc., là, du bois de chauffage, blablabla. Alors, encore une fois, en 1892, je pense qu'on a encore peut-être ici, il y a 2 livres de saucisses, du fromage, des enveloppes, toutes sortes d'affaires à manger ou pas, là, ça dépend. Là. En tout cas, plein d'affaires. C'est super fascinant parce que ça nous indique qu'est-ce qu'ils vendaient, Ross. C'est vraiment fascinant. Puis là, à ce moment-là, le train ne passait plus, hein? Parce que le train a arrêté de passer en 1873. Ouais. Fait que là, c'était la route, là, hein, j'imagine. Ou le port, là, le bateau avec de la mer, là, pour aller pêcher les homards. Là. Il y avait un port, il y avait un port, il y avait un port dans la longue queue. Alors, encore une fois, en 1892, c'est toujours le même principe, je les ai toutes mises, là, bien sûr, vous comprenez bien. Puis là, ce que je veux te dire par cet extrait du plan du cadastre ici, là, qui a été coloré et fourni par Bernard Poirier, merci Bernard, un collaborateur dans les recherches. Là. Colorière aussi de cartes, c'est qu'Henri Ross, à un moment donné, puis là, aide-moi Bernard si je n'échappe, là, mais il va posséder les lots. Attention, ici, ça, c'est le chemin Saint-Claude. Ça, c'est Amiral pour aller à Val-Bélair. Ça, ici, c'est Pionce. D'accord? Puis, ben, Pointillé, c'est l'ancien chemin de fer. D'accord? Puis ici,
c'est le ruisseau Gauvin. Collé sur le ruisseau Gauvin ici, il y avait le moulin à scie. D'accord? Alors, à un moment donné, là, pendant des 30 ans qu'il est là-bas, il va avoir le 520, le 519, le 513, le 521. En avait-tu d'autres déjà? Il avait loué le 516 ici pendant 5 ans. Bonne réponse. Puis, vous voyez cette ligne-là ici, là? La ligne, là, la ligne droite ici, là, c'est la limite du 40 arpents. D'accord? Alors, de l'autre côté ici, là, c'est dans la réserve des 40 arpents. OK? Alors, donc, il y avait un paquet de l'eau dans son histoire autour du chemin à lisse, puis autour de son commerce de gruaux, de cordes de bois, puis de homards. Peut-être. Soit dit en passant, Ross va aussi posséder un autre lot, le lot 351. Le lot 351 va se trouver vers la montagne ronde dans le nord et c'était une terre à bois. Puis il va le vendre à Mathias Turcotte. Les Bessiques. Oui, c'est ça. J'attendais que ça vienne. Bien. Donc, famille et manufacture. Alors, achat de la manufacture et de la maison. C'est le 26 février 1899 que Henri Ross, 30 ans après s'être établi à la Longue Queue, achète la maison et la manufacture du lot 670, donc qui est le lot tout juste à côté de la rivière Saint-Charles et du pont. Donc, l'achat se fait à Mme Philippe Vincent fils, qui s'appelle Émilie Falardeau. Bon, elle-même était la fille de Joseph Falardeau. Joseph Falardeau, là, lui, il y avait le terrain autour de l'hôtel Saint-Amand. Puis il y a déjà eu les moulins aussi sur le bord de la chute, là, de l'autre côté, en tout cas, c'est dans la famille. Alors, donc, l'eau acquis par donation en 1870 de Philippe Vincent père. Donc, parce qu'il y avait aussi Philippe Vincent père, le père de Philippe Vincent fils. Ouais, tu me suis. Puis là, lui, Philippe Vincent père, là, je m'écarte, je me sens m'en venir m'écarter. Lui, Philippe Vincent père, va posséder plein de terrains le long de la rivière Saint-Charles. Notamment, il va posséder un moulin à scie qui va se trouver en face de ce qui est aujourd'hui le château d'eau à Loretteville, là, qui est la prise d'eau de la ville de Québec, donc du côté chez Canot-Légaré, sur une île qui existait à cette époque-là. Près de l'île, possédait un moulin à scie à cette place-là. C'est juste ça que je voulais te dire. Puis, ben, Philippe Vincent va être aussi le père de Prosper, qui va être le premier curé de Wendake et qui est enterré sous la dalle de la chapelle Notre-Dame de Lorette, si je me souviens bien, et qui possède un fonds à son nom qui a été possédé autrefois par le Séminaire de Québec. Bon, voilà. Donc, de 1869 à 99, soit pendant 30 ans, Henri Ross et sa famille ont vécu à la Longue Queue. Ensuite, près du pont traversant la rivière Saint-Charles, au nord de la chute. J'allais dire jusqu'à la mort d'Henri Ross en 1926, mais jusqu'en 1976, la famille va habiter dans la maison, là, dans leur maison. Donc, on a ici, en avril 1916, à Loretteville, Henri Ross, Harriet, donc qui va décéder cette année-là, l'épouse de Henri, et d'autres personnes, là, Ida Ross Fitzgerald, qu'on retrouve, Ella Ross et Mabel Ross Sewell, qu'on retrouve sur la Grande Galerie, que je soupçonne peut-être d'être la Grande Galerie de la maison Mansardé à côté de la manufacture. Alors, on a d'autres photos qui existent où il n'y a plus de galerie, mais on a sur la vieille, j'aurais dû la mettre, je n'y ai pas pensé, je pense là. Sur la vieille photo, carte postale qui date de 1904, où on voit le pont qui traverse la rivière Saint-Charles, puis vers Loretteville, on voit au loin la maison Mansardé avec les grandes galeries. Alors, c'est probablement à ce moment-là, du temps des vieilles galeries, là, que cette photo-là a été prise. Quand même exceptionnel. Oui. C'est un surnom. Je pense qu'on lui donnait ce surnom-là. Bam. Bam. Ça veut-tu dire comme grand-papa ou papy, quelque chose comme ça? Alors, on a ici Desmond Fitzgerald, Ellen Ross,
On the side of the factory, donc sur le côté de la manufacture. Alors, on voit d'ailleurs la fiche, là, ici, là, à droite sur la photo, à gauche de la dame, donc sur laquelle c'est écrit Henri Ross, là, donc c'était la fiche commerciale, hein, si on veut. Voilà. Donc, ces photos sont fournies par M. Trépanier, là, le fameux don, là. Donc, on a aussi cette photo de la manufacture avec la maison mansardée qu'on voit derrière. On voit le toit, là, le début de la mansarde. Puis, c'est écrit Henri Ross sur le côté, là, dans le milieu, au-dessus d'un genre de petit portique là, qu'on a ici. Donc, c'est écrit Henri Ross là. Puis, c'est écrit en 1862. Mais Ross n'était pas là en 1862. Ross, il n'était pas encore marié. Donc, c'était probablement la manufacture de Philippe Vincent à ce moment-là qui fonctionnait déjà, qui exerçait déjà, qui engageait des gens pour travailler avec le pouvoir de l'eau et tout ça, là, à fabriquer des mocassins, des raquettes, des canots aussi, sans doute, là, près de la rivière. Donc, on voit bien la rivière aussi, là, en avant-plan de la photo. Alors, toujours dans la collection de la famille Trépanier, on a cette photo-là. Alors, ça, c'est un petit peu plus proche de l'époque là, que certains d'entre vous avaient connu, là, du petit bar là, de manufacture là, qui s'appelait la Maison du Potier, ou c'est ça. Moi, je suis allé à l'époque où ça s'appelait la Galéjade. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu cette époque-là. Là. C'était plus quand moi, j'avais à peu près 20 ans. Là. Ça, moi, j'avais 20 ans à peu près en 2011, là, environ. Non, non, c'est pas vrai. Alors, donc, on voit la maison ici, là, qui a plus ces grandes galeries à droite. Là. Puis, sur la photo de gauche, on voit le vieux pont là, aussi, là, qui a été refait depuis, mais on voit la manufacture puis la vieille maison à gauche. Évidemment, la vieille maison et la vieille manufacture sont encore là, mais sont comme engloutis en dessous du stucco. On va appeler ça de même, hein, dans le stucco. C'est ça. Voilà. On avait aussi là, une photo à l'intérieur donc de la maison. Là, évidemment, c'est quand même assez unique là, comme photo. Là. Donc, voilà, là, c'est très victorien, là, j'oserais dire, là, foncé, chargé. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé, vous avez vu un peu ce décor-là dans la maison déjà. Vous l'avez connu comme ça, là. Vous avez passé des Noël à côté. C'est magnifique. Ouais, aujourd'hui, c'est quelques logements là, qu'il y a dans cette maison-là, mais je suis sûr que si on épluchait de l'intérieur aussi, là, on retrouverait encore le vieux de la maison. Il y a encore des vieux escaliers dedans. Oui, oui, les plafonds très hauts. Ouais, c'est magnifique. Je pense qu'à la gang, on devrait l'acheter, puis tout redéfaire en dedans, puis remettre ça à l'ancienne. À la gang, on serait capable, je pense. Les taux d'intérêt ont baissé, ça devrait bien aller. Alors, là, je suis toujours dans la catégorie manufacture, famille, là, tout ça, fait que c'est un peu varié ce que je te présente, là, OK? Alors, dans le Morning Chronicle du 20 septembre 1883, alors c'est presque toujours dans le Morning Chronicle, qui était probablement le journal des anglophones de Québec, là. Alors, 20 septembre 1883, naissance à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, le 19, de la femme d'Henri Ross, marchand, une fille qui est née le 19 septembre 1883. Puis là, il faudrait revenir au plan de tantôt, là, puis on trouverait c'est laquelle. Là, je ne m'en souviens pas par cœur à un moment donné. Là. Tu sais, à un moment donné, je ne suis pas pire, mais là, j'ai des limites. Alors, ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais ça provient en fait des découpures de journaux de la famille qui nous a été fournis par M. Trépanier. Donc, dans une espèce de scrapbook qu'il conservait et qu'on a entièrement numérisé ici à la Société. On dit entre autres, The Morning Chronicle, 9, eux autres aussi sont dans le Morning Chronicle, tu sais, pas juste moi, là, ouais, c'est ça. 9 février 1875, décès. Le 8, à Saint-Ambroise, près de Lorette, Bessie, plus jeune fille de M. Henri Ross. Le 15 février 1875, à Saint-Ambroise, le 12, Henri, plus jeune fils de Henri Ross, âgé de 7 ans et 6 jours.
Sauf erreur, je pense qu'ils étaient malades et qu'ils étaient décédés de la petite vérole. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans l'histoire familiale, là. Puis, Je me demande si j'ai pas vu dans le passage de l'église, cette année-là, ils ont juste acheté des chariots de terre supplémentaires pour enterrer les gens qui étaient victimes de la petite vérole, possible. Il y avait trop de décès. Possible. C'est possible que ce soit arrivé, puis je pense, mais je ne suis pas certain, qu'il y a une histoire liée au moulin à papier près de la chute de quelqu'un. On faisait du papier avec des guenilles qu'on déchiquetait de Montréal, puis on avait accusé quelqu'un. Des couvertures qui avaient été contaminées par la petite vérole, puis les gens qui travaillaient là-dedans avaient diffusé la maladie. Je pense que ouais, mais là, c'était involontaire, là. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, je pense qu'ils sont morts de la petite vérole. Donc, puis le 2 février 1881, alors ici, le 20 janvier, à Saint-Ambroise-de-Lorette, Albert, âgé d'1 mois et 17 jours, plus jeune fils de Henri Ross, marchand. Donc, voilà. Donc, des décès qu'on conservait donc, dans un scrapbook de la famille. Donc, je vous en ai mis un autre, un peu plus joyeux, cette fois des naissances. Donc, le 29 octobre 1886, à Saint-Ambroise, il y a des X autour, là, vous le voyez là, ici. Là. Le 25 octobre, de la femme d'Henri Ross, donc une fille qui est née en 1886. Et en 1883, le 20 septembre, encore une fois, une fille qui est née de la femme d'Henri Ross. Là, voilà. Donc, on conservait ces informations dans la famille comme ça. C'est quand même magnifique là, d'avoir accès à ça ici ce soir. Sinon, là, ben, il y avait des genres de pubs, des publicités qu'on gardait là, également. Là. Donc, tu as Ross Mock en haut, qui veut dire mocassin, sans doute. Henri Ross limité, Loretteville. Donc, quand on indique Loretteville, on sait que c'est après 1913, parce que c'est seulement en 1913 que Loretteville a s'appelé Loretteville. Avant ça, c'est Jeune Lorette. Donc, ici, là, Gunny Sachs, by Henri Ross, Loretteville, Canada. Donc, des espèces d'étiquettes ou des publicités comme ça, là, qu'on utilisait, là, évidemment, avec, c'était l'époque, là, le dessin d'une Indienne, là, en guillemets, là, Ravenwing, là, je ne sais pas c'était quoi exactement, si c'était des raquettes ou des mocassins. Je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Loup marin, possible. Alors, prochaine. Alors, c'est toujours dans le scrapbook de la famille. Alors, on annonce le décès de M. Henri Ross, président de la compagnie, donc qui décédait à sa résidence à Loretteville le lundi 31 mai 1926. Donc, il était né en 1842. Donc, il avait 84 ou 83, là, je ne me souviens pas exactement de sa date de naissance. Alors, voilà. Sinon, ici, ça, c'est magnifique. C'est probablement la plus vieille photo qu'on a d'eux ici, là. Alors, c'est pour souligner le Golden Wedding, c'est le 50e, ça? Oui, merci. Alors, pour célébrer le 50e anniversaire, on n'a pas la référence du journal, on a la date, là, mais probablement dans le Morning Chronicle. Alors, où on célèbre le 50e anniversaire de leur mariage, et ça, c'est probablement une photo de leur mariage aussi, là. C'est le genre de photo organisée là, au moment d'un mariage, là, avec la femme debout très souvent, puis l'homme assis sur la chaise. Puis ils étaient jeunes, là, comme on le voit bien, elle avait 18 ans à son mariage. On a ici, là, en fait, c'est la description d'un coffre, probablement, là, de ce que contenait toutes les possessions de Harriet Ann Sate, l'épouse de Henri Ross. Là, on raconte, là, lorsqu'elle est arrivée au Canada en 1861, à l'âge de 16 ans, avec sa mère, son frère et 3 sœurs. Elle était née à Londres le 23 octobre 1845.
Puis là, ben, ça lui a pris 5 semaines de traverser l'Atlantique. Leur père était déjà arrivé, puis il travaillait pour la Glover and Fry, alors qu'il était à l'endroit où se trouve le Simons aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on indique. Puis à 18 ans, le 23 novembre, elle s'est mariée avec 1863 avec Henri Ross. Elle a eu 13 enfants. 3 sont décédés dans l'enfance et elle est décédée le 11 novembre, la semaine prochaine, 1916 à Loretteville à l'âge de 71 ans. Puis là, on a dit qu'elle est la grand-mère de Margaret Fitzgerald Sutcliffe, etc., etc., et d'autres noms. Puis on a écrit ce texte-là en avril 1981. Alors donc, ça nous décrit un peu l'origine de l'épouse, donc qui était londonienne et qui a traversé l'Atlantique pour recommencer une vie, là, finalement, près de nous, puis qui a influencé l'histoire de notre quartier. Bon, tantôt, je reviens à la question de tantôt. Alors, vous remarquez ici l'ancienne chapelle anglicane Saint-Paul de Loretteville, qui date de 1919 d'ailleurs. Mais là, on ne le voit pas, mais quand on regarde, là, de ce côté-là, à l'arrière, il y a une plaque au sol sur laquelle c'est écrit 1919, donc c'est gravé dans la pierre. Donc, cette église-là a été financée, entre autres, par Henri Ross et par d'autres personnages de la communauté anglicane de Loretteville. Puis, ben, il n'y a pas juste l'église, il y a aussi derrière, avec le toit bleu, qui est disparu aujourd'hui malheureusement, c'était l'école anglicane. Donc, c'était une grosse maison, on va dire ça comme ça, dans laquelle on a enseigné aux enfants de confession anglicane à Loretteville. Puis, ben, là, je vais encore une fois. Tu sais, moi, mon père était facteur à Loretteville, il parlait du monde par code postal. Tu sais, puis après ça, nous autres, on connaissait bien Gilles Martel à la ville de Loretteville. Lui, il parlait par adresse, il connaissait tout le monde par adresse. Puis nous autres, on a développé une maladie à la Société d'histoire, c'est qu'on parle par numéro de lot. OK? Puis, je peux faire rire moi-même. Alors, cette chapelle a été construite sur un lot significatif de Loretteville, de la paroisse, en fait, qui s'appelle le lot 673. Le lot 673 est un immense lot qui se trouve entre le boulevard Valcartier, la rue Racine, puis je dirais à peu près chez Henri Ross. Hein? Tu fais le milieu de ça, hein? C'est un immense lot qui va jusqu'au chemin de fer actuel ou à peu près. C'est le lot 673, d'accord? Puis là, qui va être divisé en 158 000 sous-sections à travers le temps. Là. Puis ben, une de ces sections-là, c'est la chapelle anglicane. Dans la famille d'Henri Ross, eh bien, il y a une de ses filles qui va se marier avec un dénommé Verrette. D'accord? Dans le secteur, tu en connais un, Verrette. Le dentiste, Pitt Verrette, célèbre dentiste, qui était meilleur dentiste après, une fois que c'était un peu crochi, peut-être pour s'endresser, je ne sais pas. Alors, dans la famille de Pitt Verrette, il y avait, je pense, son grand-père qui s'appelait Joseph-Alexis Verrette, qui, avec sa femme Élisabeth ou Elisa Bacon, vont acheter le lot 673 et vont en partie le lotisser. Et c'est sur cet immense lot-là, qui appartenait à la famille Verrette, que va être construite la chapelle. Il y a un lien entre la famille Verrette et la famille Ross, notamment par un mariage, mais pas uniquement par un mariage, par un tuyau d'eau aussi. Je t'en reparlerai tantôt, d'accord? On se concentre. Hein? Reste concentré, ça va bien jusqu'à maintenant. J'ai 55 diapositives, je suis rendu à 40. Ça va bien. Ça fait juste une heure, c'est pas pire. Alors, dans ce qu'on avait aussi de la famille donc de M. Trépanier, il y avait cette petite photo que j'ai agrandie, que je ne sais pas c'est qui est dans la carriole, mais on reconnaît très bien la chapelle Notre-Dame de Lorette, donc à Wendake, à gauche. Puis, ben, moi, je pense, OK, que l'édifice qu'on a ici, là, donc derrière le cheval, donc après le pont, là, qui a l'air de se terminer ici,
Puis on va le voir sur une autre photo un peu plus tard, que c'est un magasin qui a appartenu à Henri Ross. Donc, Henri Ross avait la manufacture à côté du pont, avec la maison à côté. Donc, on l'a vu tantôt, relié aujourd'hui par une arche. Donc, tu traverses le pont et du côté sud-est, donc en biais de la chapelle, il y avait un magasin qui appartenait à Henri Ross, dont le gérant va être M. Fitzgerald. Alors, qui va être gérant de son gendre, va être le gérant de ce magasin-là. On a une photo où on le voit dans quelques instants. Mais j'ai rien écrit là-dessus, mais parce que je te l'ai dit souvent, mais le 1er août 1900, on s'en souvient? L'ensemble des industries près de la chute, le moulin à scie, le moulin à papier, le moulin à farine, vont tous brûler dans un immense incendie le 1er août 1900. Puis lorsque ça brûle, on ne peut pas le sauver, évidemment. Pendant l'incendie, il y a des gens qui vont mentionner que malheureusement, il y a eu des pillards qui sont allés piller le magasin de M. Henri Ross, qui lui a survécu à l'incendie alors que c'était assez proche, donc sur le bord du chemin après le pont, à droite. Alors, donc on a une indication de son magasin là, dans cette nouvelle-là du 2 août 1900 dans les différents journaux. Puis on a une photo dans quelques instants, on va voir le magasin aussi. Oui. Avant, là où se trouve l'espèce de place de cérémonie, là, ouais, c'est ça. L'ancien garage Beaulieu, pour les plus vieux, là, ceux qui ont connu garage Beaulieu. Voilà. Donc, je soupçonne peut-être quelqu'un de la famille avec le magasin derrière, mais tu sais, c'est trop flou pour être capable de l'identifier. On a, dans les différentes conversations que j'ai eues aussi, M. Thompson, je crois bien qu'il est à l'écoute sur Zoom, là, qui m'a fourni quelques trucs ici. On a donc une photo d'un crayon là, de la Henri Ross Limited à Loretteville. Donc, j'ai mis la photo ici ce soir, que je remercie encore une fois, bien sûr. Puis, ben là, je m'en viens vers le rayonnement autour, là, je vais dire ça comme ça. Là. On a une photo ici là, de Ethel Ross et de John Fitzgerald, qui sont, sauf erreur, vos grands-parents? Vos grands-parents, oui, voilà bien. Alors, qui, elle, était la fille de Henri Ross, ça va, on se situe, et qui s'était mariée avec John Fitzgerald, et qui, lui, John Fitzgerald, avait été le gérant du magasin dont je viens de te parler. Ça va? Et qui va habiter vraiment pas très loin. Tellement pas très loin que tu vois, soit dit en passant, ces photos-là ont été trouvées sur l'arbre généalogique, sur Ancestry de la personne qui a fait l'arbre généalogique. Là, j'y ai écrit, elle m'a pas répondu encore. Répondez, quand vous écrivez, répondez, s'il vous plaît. Non, ça me crée des angoisses. Ça. Alors, ils vont habiter ici. Alors, dans cette maison de la rue Morissette, dont on a ici présent ce soir, et je tiens à le souligner, le petit-fils de M. Fitzgerald et Mme Ross, ainsi que les propriétaires actuels assis à côté d'eux de la dite maison. N'est-ce pas magnifique, mesdames, messieurs? Oui, et c'est merveilleux de vous avoir tous les quatre ce soir. Je vous remercie d'être là, bien sûr. Ça donne un bonus à l'examen à la fin tout à l'heure. La famille Dufour a déjà habité là aussi. Là. Je ne sais pas si c'était leur famille que vous avez. C'est à eux que vous avez acheté, vous autres? Oui, c'est ça. Super. Alors, magnifique maison, là. Je suis allé 2 ou 3 fois dans le portique à l'avant, porter ou chercher quelque chose, alors que nous bénévolions ensemble à l'époque. Là, celle-là, là, j'ai une lacune. C'est que je ne l'ai pas cherchée, celle-là, ce soir. Oui. Mais, là, à peu près 10-15 ans, je l'avais cherché. Fait que je l'ai, l'information, quelque part. Mais à un moment donné, j'avais 55 diapositives, tu sais. Là, je me suis dit. Puis je rappelle, probablement autour de ça. On est avec, tu sais, il y a des indices. On a une maison mansardée. Les mansardés, on va faire ça à peu près jusqu'en 1920. Fait qu'on ne fait pas ça après 1920, on fait des maisons, des blocs carrés là, après 1920. Fait que là, c'est sûr que c'est avant 1920. Donc, premier indice.
Deuxième indice, ben, c'est quand même sur une vieille rue de Loretteville, donc c'est sûr que c'est une vieille maison aussi, là. Probablement une des plus vieilles du secteur. Il y en a une autre à côté qui est vieille aussi, là. Le centre social ou le café Rorequet, ça a eu plein de noms, là. Ça a été l'hôtel de ville de Loretteville, le restaurant La Mairie, etc., là, qui appartenait entre autres à Alexandre Bastien, le frère de Ludger. Puis c'est ça là, qui possédait entre autres la tannerie avec Ludger qui se trouvait dans le parc Jean-Roger Durand à côté, là. Donc voilà. Donc les Fitzgerald donc, vont avec Mme Ross vont habiter dans cette maison-là. Donc on a une deuxième génération des Ross, là. On se comprend bien. Alors, vous me dites que je pense que votre père est né là en 21, c'est ça? 21. Donc, on a aussi un autre indice qui me dit qu'en 21, la maison était déjà là, là, hein. Bien sûr, donc il possédait déjà. Mais tu sais, d'après moi, là, à l'œil, c'est entre 1900 et 1920 là, qu'on a dû construire la maison. Mais la prochaine fois, je vais la chercher, je vous le promets. Je vais en ai cherché d'autres, par exemple, j'ai des surprises. Alors, j'aurais dû la mettre avant. Là, on avait cette photo où on voit, regardez bien, le magasin. Hein? Donc, ici, là, juste à ma gauche, on ne le voit pas, là, mais il y a la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Et donc, juste à gauche du chemin où on est. Cette maison-là, ici, est toujours là aujourd'hui. D'ailleurs, elle a déjà été habitée par Margaret Logan, qui a possédé les moulins près de la chute, là, puis tout ça. Là, on la connaît quand même relativement bien, cette maison-là. Une mansardée à quatre versants. Et en face, bien, il y a le magasin d'Henri Ross. Vous voyez, c'est même écrit, là, on ne voit pas très bien, mais Henri Ross ici, sur la façade du bâtiment. Donc, c'était le magasin. Il produisait en face un billet, puis il devait vendre ses trucs dans cette boutique, dans ce magasin-là. Probablement, là, de mémoire, c'est probablement jusque vers les années 30-40 là, que le magasin était dans la famille et était possédé par la famille. Puis ben, derrière, tout a brûlé le 1er août 1900. Là, je te rappelle, là, c'était des ruines là, qu'on avait. Là. On va, oui, rénover les ruines pendant un court instant de 1904 à 1926 à l'époque de la centrale hydroélectrique. Donc, dans les ruines du moulin assis en bas, accolé au moulin à farine, là, il y avait une section où on va mettre une turbine. Il reste un gros tuyau de fer là, dans le trou, là, dans le canyon là, de cette centrale hydroélectrique. Sinon, ben, le magasin va continuer à exister au début du 20e siècle. Ça va? Alors, le livre d'or. Je suis rendu là, à cette étape-là, qui est là, en avant, à ma droite. C'est drôle parce que moi, j'ai eu la numérisation du livre d'or, mais je ne l'avais pas vu, le livre. Puis là, quand je suis arrivé après-midi, je suis venu, je suis passé, je l'ai regardé, je dis, hey, je pensais qu'il aurait été très gros, là. Non, c'est un petit livre. Je suis super content parce que M. Fitzgerald, il a dit qu'il a signé dedans. Il a déjà signé dans ce livre d'or-là, qui a été ouvert en janvier 1939. Je ne sais pas si c'est un numéro 2 du livre, s'il y a déjà eu un livre antérieur, mais les gens qui allaient dans la maison, dans la famille Ross, signaient. Alors, on retrouve plein de trucs super intéressants là, de signatures. Puis là, je l'ai tout regardé. Je suis allé chercher des signatures particulières que je vous offre en vous les présentant ce soir. Mais il est entièrement numérisé, OK? Puis, à un moment donné, là, nous, on met des bénévoles au travail. Hein? Fait que tu me vois venir, là, il va falloir tout nommer les noms, comme tout identifier tout le monde à un moment donné. Hein? C'est ça? Nous autres, il n'y a rien à notre épreuve. C'est bon? Alors, ça, c'est la première page. Le 1er janvier 1939. Alors, on a. C'est John Fitzgerald en haut, hein? Oui, donc voilà. Puis on a, Margaret Fitzgerald, Edward Morris. Là, ici, là, je ne pourrais pas deviner là, le nom. Oui? Donc, il n'était pas vieux quand il a signé. Il avait 18 ans ou 17. Puis on est en janvier 30. Wow! C'est magnifique. Alors, ce sont tous c'est le haut de la page 1 1939, donc la famille Fitzgerald, donc mariée avec la famille Ross. Au jour de l'an. Ben oui.
Donc, le livre, là, vous nous disiez tantôt qu'il était à l'entrée de la maison. Quand... En salon, on rentrait, en bas de ça, il y avait 3 étages. Oui, Quand on rentrait, on tournait tout de suite, on montait 3 marches. Il y avait une gros large, une gros grandmother clock, oui. et puis chez moi, Chez vous? Ah oui. dans haut, il y avait une vingtaine de marches, on y va en haut, puis là, il y avait une table. Puis le livre était là, puis Ida, puis Helen étaient là, puis on n'avait pas de droit de rentrer si on signait. Wow. C'est magnifique. C'est super. Alors, la prochaine page que je vous montre, c'est un choix arbitraire que j'ai fait, OK, en sélectionnant, là. Donc, ici, là, c'est la journée du Dominion Day, juillet 1, 1939, donc la fête du Canada. Donc, on a les gens qui signent. Attention. « 673, Maud Ross Verrette. Bien. Alors, donc, évidemment, vous connaissez du monde dans tout ça. Donc, Sewell, Ross, Fitzgerald, c'est tous des noms de la famille, là, bien sûr. Voilà. Je vous laisse regarder un peu. Ensuite, là, j'ai sauté pas mal. Là, je suis rendu le 12 octobre 1954. Je trouvais ça cute, ce qui était écrit en haut, le retour de la fille prodige. Alors, donc, toujours des Fitzgerald qui signent, Ross, toujours les mêmes noms qui reviennent très souvent, là, parce qu'on a été obligé de signer en rentrant dans la maison, là, bien sûr. Alors, donc, je trouvais ça cute, là, le petit mot sur le retour de la fille prodige. Je ne le sais pas. C'est ça, ça ne le dit pas. Alors, ici, je trouvais le mot qui est magnifique. On est en 1960. Alors, ça parle de l'hospitalité de la maison qui est toujours présente, alors que la personne qui signe dit que sa première visite a été faite le 2 juillet 1893. Quand même, puis on est en 1960, 67 ans plus tard. C'est beau quand même, hein? J'arrive pas à déchiffrer, par exemple, la signature, mais Wiggs, hein? C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles, vous comprenez bien, pour nous aider à identifier qui est qui. Ça, on peut faire ça à distance, il n'y a pas de problème. Hein? Prochaine. Alors, visite du cœur de la cathédrale Holy Trinity à l'église Saint-Paul de Loretteville, le 14 mai 1961. Donc, oui, encore la même signature, oui, hein, c'est la même, je pense. Alors, donc, on a le cœur de la cathédrale anglicane de Québec qui vient à la chapelle Saint-Paul de Loretteville, la chapelle anglicane chantée dans un événement XYZ. Donc, on a les signatures des gens qui viennent signer. Prochaine. Donc, 23 octobre 1965. J'ai vu ça. Réunion des anciens élèves de Saint-Louis de France. C'est ici. C'est ici le couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Puis si tu te souviens bien, hein, notre première activité de l'année a souligné les 120 ans de présence des Sœurs de la Charité de Saint-Louis à Loretteville qui sont arrivées en 1905 et qui sont partis de Loretteville en 2025. 120 ans. Alors, je trouvais que c'était un beau clin d'œil à l'histoire, à nos activités, d'avoir ce petit mot-là. Il y a Marthe Gauvin qui a signé. Voilà, Marguerite Bruno, dans le livre. Prochaine. Ah, celle-là, je l'aime. Là. Hein? Alors, il y a François Vincent, petit-fils de Philippe Vincent, le 16 avril 1970. Il écrit « Moi, petit-fils de Huron, je range avec tristesse au flambeau éteint de ma race, jadis si puissante. Je songe, oui, merci. Mais mon cœur n'a ni amertume ni envie, car le visage pâle est devenu mon ami et protecteur. Puis là, je n'arrive pas à déchiffrer.
son nom à Wendell, visiblement, mais là, c'est un 8. Ou Rémi, quelque chose comme ça. Alors, il s'appelait François Vincent, là, qui était le petit-fils de Philippe. Ah ouais? OK. Alors, en 1970, il était revenu dans la maison de la famille Vincent, qui avait vendu à Henri Ross, on s'en souvient, en 1899. Prochaine. Bon, là, je suis sur le bord d'arriver à ma surprise. Mais avant ma surprise, je me trouve bon, j'étais bon dans le temps, hein, j'étais bon. Mais avant ma surprise, je dois vous parler de mes sources puis de mes remerciements, d'accord, qui sont ici. Sources et remerciements. Fonds de la famille Henri Ross, je ne me souviens pas si on l'avait appelé comme ça, Francine, c'est comme ça qu'on l'avait appelé? OK, alors donc, ici, là, le don de M. Peter Trépanier, qui est votre cousin, je crois bien. Oui, c'est ça. Donc, Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Ancestry, que je tente d'établir des contacts puis d'avoir plus d'informations. Donc, et des réponses. BANQ, Fonds Paul Picard. Donc, c'est un fonds qui n'est pas numérisé, mais que mon ami chercheur, François Daigle, est allé voir puis a pris des informations, des photos, des captures d'écran de ce qu'il a vu. Puis c'est ça qui nous a sorti des factures de Paul Picard à Henri Ross. Donc, le greffe du notaire Paul Picard, donc dans la minute 39 dont je t'ai parlé tantôt, il y en avait d'autres aussi. Le greffe du notaire Jean-Baptiste Delage, que j'ai aussi consulté. Le BANQ de l'État civil, donc pour certains mariages puis tout ça là, de la famille Ross. BANQ, journaux archivés. BANQ, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le registre foncier du Québec, que j'ai étudié. Puis là, je t'en parle dans un instant avant ma surprise. Là, tu ne me laisseras pas, je te laisserai pas aller de même. Cousin Sam, ça s'appelle comme ça. C'est un blog de l'histoire de la famille Ross qui existe en ligne depuis des années. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire de la famille, là, de généalogique surtout. Là. Alors, je l'ai utilisé encore une fois. Des informateurs et collaborateurs. Alors, François Daigle, Bernard Poirier, Vincent Savard ici présent. Huguette Bourré, merci beaucoup, Huguette. Et Georges Savard ici présent également. Bon, là, je fais un aparté sur Georges Savard. Georges Savard, sa grand-mère s'appelait Eugénie Vincent. Vrai? Eugénie Vincent était la fille de Philippe Vincent. C'est vrai? Et elle était mariée, Eugénie, avec votre grand-père, Wilfrid Savard. Mais la maison des grands-parents, M. Savard, sur le rang Saint-Claude, à la Longue Queue, est à peu près l'endroit où Ross avait son magasin. Dans les deux petits carrés, t'en souviens-tu? 519, 521. Alors là, moi, j'ai développé, c'est peut-être une maladie mentale. Je ne sais pas. L'hypothèse que peut-être qu'il y a eu vu que Ross achetait de Philippe Vincent, peut-être que Eugénie, par son mari Wilfrid, achetait ou échangeait, ou sans le dire exactement comme ça, mais tu sais, c'est une vente, on appelle ça une vente triangulaire, je pense. C'est ça mon concept. Qui sait? Économie circulaire, c'est ça. Qui sait, c'est peut-être ça. Alors, Google Maps aussi pour quelques photos. Gérard Deltel. Rien de moins que Gérard Deltel. Le député du comté ici. Hein, un député, c'est à notre service. Tellement que Gérard Deltel a lui-même transporté des archives depuis Ottawa, où habite M. Trépanier, jusqu'à Loretteville, où M. Deltel habite. Alors, il nous a livré lui-même les archives. Rien de moins. Francine, tu vas ajouter. Député et membre qui paye sa cotisation à la Société d'histoire de la Saint-Charles, bien sûr. Bien. Et la collection personnelle de M. Michael Thompson, avec lequel j'ai jasé depuis 2 jours. Puis il y a plein de choses. Là. Donc, le premier portrait qu'on a vu au départ là, de Henri Ross, ça vient de lui. Bon, là, avant la petite surprise, là, je me permets de faire un aparté pour te dire, tu sais, là, ben, si tu connais bien le secteur, là, tu vas le reconnaître. Là. Il y a la manufacture, la maison, reliée par une arche aujourd'hui. À côté de la maison, en retrait, il y a une maison bleue
OK? Et à côté de la Maison Bleue en retrait, il y a une grande Maison Blanche qui est propriété aujourd'hui des Pères du Mont Saint-Sacrement. Ils- Vous êtes bons, vous êtes bons. Les Pères du Mont Saint-Sacrement, donc à Valcartier, ont acheté en 1978 du docteur Jean. Docteur Jean, médecin d'ici, à Loretteville, qui avait acheté, lui, en 1951, de Ida Ross. D'accord? Ida Ross avait eu cette maison-là avec son mari, Maurice Lionel Fitzgerald. Et là, il ne faut pas que je me trompe, j'avais écrit ça sur papier, puis je n'ai pas mon petit papier. Il avait eu ça en 1910, je pense, alors que Henri Ross avait acheté, Henri Ross, le père, avait acheté en 1910 cette maison-là. Donc, Henri Ross avait la maison des Pères du Mont-Saint-Sacrement en 1910, la manufacture, puis la maison. Puis dans le milieu, il y a une maison bleue en retrait. Alors, je les ai cherchées, celles-là, pour apprendre que la maison bleue en retrait était la maison de Joseph Alexis Verrette, d'accord, le lot 673, dont un des fils s'est marié avec une des filles de Henri Ross, d'accord, qui vont construire la chapelle anglicane, etc., etc. Puis eux autres, ces Verrettes-là, là, ils vont avoir des maisons là, à côté de l'ancien Irving. Pitt Verrette, le dentiste, c'est là qu'il dentistait. D'accord? Le père de Pitt Verrette était un médecin. Alors, dont j'oublie le nom, là, à un moment donné, là, hein? C'est ça. Puis, je t'ai parlé d'un tuyau d'eau tantôt. En haut de chez Cano-Légaré, il y a un étang. Bien, lui, Joseph-Alexis Verrette, va se partir un tuyau d'eau là, puis il va le descendre en dessous de la terre le long de la rivière Saint-Charles, et il va aller alimenter le village de Loretteville avec un aqueduc privé. Puis tous ces lots-là, 671, ça c'est la Maison Bleue en retrait, 673-G-2-2, ça c'est la Maison des Pères du Mont-Saint-Sacrement. Toutes les transactions font référence à un tuyau d'eau qui passe en dessous de la terre et qu'on se permet de pouvoir aller réparer au besoin, si jamais on doit y aller, même si on vend le terrain. Alors donc, la compagnie d'aqueduc de Joseph-Alexis Verrette était entre les deux possessions de la famille Ross, mais de toute façon, bien, ils vont se marier avec des Ross, ils vont être liés ensemble. Fait que tout le début du chemin à partir du pont jusque chez vous, c'était des Ross, ou presque juste des Ross, ou des membres de la famille élargie des Ross qui possédaient toutes ces maisons-là. Puis j'ai trouvé une publicité de 1875 de Joseph-Alexis Verrette où on indique qu'il vendait des curiosités indiennes. C'est ça qui était écrit. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, là, mais c'est ça qui était indiqué dans la publicité. Là. Évidemment, je sais que ce n'est pas du vocabulaire que je devrais utiliser aujourd'hui, mais c'est ça qui était écrit, là. Vous comprenez bien. Alors lui, il s'installe là, il vend des souvenirs à côté de Wendake, où il y a des touristes, où se trouvait le Irving. Il y avait un hôtel, bien sûr, et il y avait tout ce qu'il fallait pour satisfaire aux besoins des visiteurs, des touristes, la chute, un passage pour descendre, pour aller admirer la chute et tout ça. Tout était là pour offrir tout ce qu'il fallait aux touristes qui venaient nous voir. Hein? Bien sûr. Même des souvenirs que tu pouvais acheter. La dernière personne qui a acheté. Je pense que c'est Hélène, je me trompe-tu en disant ça? Hélène Ross, la dernière qui habitait dans la maison. C'est elle qui a vendu, je pense, hein? Monsieur. Oui, c'est ça. Oui. Tu as ce souvenir-là, Denis, de. Oui, mais je pense que c'est en 1976 qu'elle a vendu ça.
78. Ouais, c'est la maison du potier à ce moment-là. Rénal Gingras, exactement. Ouais, ça m'en vient. Et là, j'arrive à la surprise. Dans ce que nous a remis M. Trépanier, il y avait des films qui ont été tournés, entre autres, autour de la maison, des maisons, je devrais dire. Puis ben, avec Hugo, ben, c'est surtout Hugo, là, moi j'ai choisi les bouts, puis Hugo a fait un montage. On a fait un montage qui dure 12 minutes de film, alors qu'il y en avait pour quasiment 1 heure environ. On a fait un petit montage de 12 minutes. Puis Hugo a magiquement réussi à faire des arrêts à quelques reprises. Là, quand ça arrête, c'est là qu'on a quelques secondes pour commenter, OK? Là, je vais avoir besoin de vous là, dans un arrêt, M. Roy, là, pour confirmer quelque chose à un moment donné. Vous devinez pourquoi j'arrête puis je vais questionner M. Roy, qui est notre spécialiste identificateur de véhicules. Alors, donc, je vais arrêter à quelques moments. J'espère qu'on va bien voir. Ça devrait être correct. On y va. Si vous voulez commenter après ou pendant là, les arrêts, il n'y a pas de son. Fait que, on peut commenter. T'es-tu prêt, Go? Attends, je change de diapo. Puis, il faut. Comment je fais pour peser sur clé? Ah, ça ici. C'est bon. Es-tu prêt? Go! Et on ne voit pas beaucoup, assez sombre un peu. On ne voit pas tout le temps sombre demain. Hein? Oui, c'est mieux. Merci, Francine. Donc là, les gens, ils sortent de la manufacture. Oh, ça arrête. La porte de la manufacture. Ça, c'est un arrêt, ça, c'est volontaire. C'est le bâtiment qui est à côté de la rivière. Si vous reconnaissez des gens, dites-nous là aussi. Ah. Ah, M. Roy, on pense que sur la plaque, c'est écrit 37. Sur la plaque, on pense que c'était écrit 1937. C'est dur à dire. On estime que les films datent d'avant 1950, c'est sûr. Puis ça, ici, on est autour de 37, 38. C'est bon, parfait tout seul. C'est 37 qui est écrit. Ah, ça, c'est l'harmonie de Loretteville dans un défilé de la Saint-Jean-Baptiste. On va voir le petit Saint-Jean-Baptiste. Là, je pense qu'on arrête dessus, Hugo. C'est pas Denis. Denis, c'est en 55 qui était le petit Saint-Jean-Baptiste. Il est là! Il est là, le petit Saint-Jean-Baptiste. On l'a vu.
Oh, ça, c'est magnifique. Ça, c'est sur la rue Morissette, un autobus qui passe. Quand même, là. C'est pas le seul transport en commun qu'on va voir. On va en voir un autre bientôt. Ça, c'est à l'arrière de la maison là, du docteur Jean. Là. Donc, des pères du Mont-Saint-Sacrement. Vous reconnaissez des gens, peut-être? Ça, c'est en avant, là. Vous allez voir. Vous voyez, là, il y a le drapeau. Le drapeau qu'on voit, c'est le drapeau du Canada d'avant 1965. Donc, en 1965, on va adopter le drapeau du Canada d'aujourd'hui. Puis avant ça, c'était le Red Ensign. Donc, le drapeau rouge avec l'Union Jack britannique dans le coin à gauche. Donc, il y avait un mot au-dessus de la porte. Puis, ben, le drapeau flottait. Donc, ça, c'était la maison a été vendue au Dr. Jean en 1951. Donc, on est avant 1951. Là. Donc, c'est un vieux film de Loretteville. C'est notre plus vieux à la Société d'histoire. Là. On n'a rien d'autre de si vieux que ça. Là. C'est exceptionnel. En couleur, en plus. Puis là, ben, on va se tourner vers ce qui est le petit bout de la rue Morissette. Là, il y avait un mât avec le drapeau britannique aussi sur le terrain. Donc, deux drapeaux. Drapeau canadien et drapeau britannique. Bon, puis là, on vient derrière la maison. C'est un chat. Donc, on la voit encore la maison. Donc, ça, c'est la deuxième maison achetée en 1910 par Henri Roth. Là. Ah, le chat et le chien. Ouais, c'est ça. On voit la rivière Saint-Charles qui coule à côté, là. La rivière était grosse. C'était fort. Votre grand-mère qui est là? Là, on est l'hiver. Là, il va y avoir des belles scènes là-dessus, là. Là, on arrête, là, puis ce qu'on voit derrière, là, c'est la tannerie de Ludger Bastien. Donc, on est vers le parc de Jean-Roger Durand, là, puis on voit la tannerie de Ludger, là, derrière, avec la cheminée, là, qu'on voit bien. Quand même, hein, c'est des images exceptionnelles. On voit des affaires dans ça qu'on n'avait jamais vues, là. Il y a des affaires un peu plus loin, là, encore, là. La tannerie qui était dans le parc Jean-Roger Durand. Oui, le procès de Bastien contre la Ville de Québec devant le Conseil privé à Londres. Donc, on a l'arrière de la maison du docteur Jean des Pères du Mont-Saint-Sacrement, le devant. Donc, on tourne, avec la grande clôture. L'autre maison d'Henri Ross, bien sûr. Oui, qu'on reconnaît, mais là, de l'autre côté, la grosse maison mansardée. On rentrait par la cave, il y avait 2, 3 marches. On montait ben, des escaliers, puis il y avait un livre qu'on signait. C'est dans ça! Avec la grande clôture à l'avant. Ça, on est sur la rue Morissette, là, si on veut. Là. Parce que l'adresse de la maison des Pères du Saint-Sacrement, c'est 12 boulevard des étudiants, mais dans les vieux documents, c'est écrit 12 Morissette. Ouais. Puis vous autres, chez vous, c'est combien? 48? Évidemment, on a ouvert le boulevard des étudiants, là, depuis.
Juste après, là, qu'on arrête encore, Hugo, moi. On va réarrêter pas longtemps après. Oui. Oui, sur une maison, il va y avoir un arrêt. Là, le prochain arrêt, c'est sur une maison qu'on n'avait jamais vue, qui a brûlé dans les années 40, qui était au coin de la rivière, du pont, là. Donc, la grande maison grise, là, ici, là, la maison Leclerc-Vallée, cette maison-là, ici, là, bien, cette maison-là, elle se trouvait au coin du pont menant à Wendake. Donc, c'est le petit parc vert, là, aujourd'hui, là, à côté de la maison qui existe encore. Il y a le belvédère, une maison, puis un petit parc vert, là, du côté de la rivière. Donc, cette maison-là, ici, une vieille maison, est disparue. Elle a brûlé dans les années 40. C'est le premier site où les Chevaliers de Colomb se réunissaient à Loretteville, entre autres. Puis, ben voilà, là, on ne l'avait jamais vu. Là. Il n'y a pas grand monde à la Société d'Histoire qui a un souvenir d'avoir vu cette maison-là. Puis, on m'a raconté, quand elle a brûlé, après ça, la ville de Loretteville, elle était contente parce qu'elle a pu, en fait, acheter le terrain, élargir la rue pour faire tourner les autobus plus facilement. Parce que ça ne tournait pas avant, là. C'était difficile. On ne voit même pas le chemin là, qui mène au pont, là. On voit la maison mansardée au fond, là. C'était la maison là, du côté du village Huron de Wendake. Donc là, on est derrière les maisons de Pitt-Verrette et tout ça. On se reconnaît. Donc, encore une fois, cette grosse maison-là, magnifique. Donc, vers la rue Racine, si on veut. Oh! Wow! Quand même! Transport en commun. Donc, s'il n'y avait pas de bâtiment, on verrait vers l'ancien Irving, là, vers la rue des Ursulines, si on veut. C'est magnifique ce qu'on voit présentement. C'est une scène unique, là. Donc là, on est de l'autre côté, à la rivière. Donc, on voit la manufacture, puis on voit la rivière ici, puis le terrain là, vers la manufacture. Avec une espèce d'entrée par le côté. On a vu une photo comme ça tantôt. Il n'y avait pas de barrière, pas de clôture. Hein. Ça coulait, hein? Ça y allait. Donc là, on est plus bas un peu que le pont. Là, on va voir une autre chose exceptionnelle aussi dans un instant. Donc, on voit les ruines du moulin à farine. C'est un peu flou. Le moulin a brûlé le 1er août 1900, puis de mémoire d'homme, il n'y a personne qui a vu des ruines. D'accord? Personne n'est vivant qui a vu des ruines. C'était enterré. Moi, quand j'étais jeune, ça a été fouillé par l'archéologie. On les voit aujourd'hui. Mais là, on voit des murs, des restants des ruines. Là, c'est un peu flou là, sur l'arrêt, mais on le voit très bien en mouvement. Là. Donc, des bouts de murs là, assez hauts là, qu'on peut voir. C'est magnifique. Voilà! On peut peut-être allumer si c'était possible. Wow! Merci beaucoup. Ben écoutez, euh, je dois vous dire qu'on a présenté peut-être 10% de ce que la famille nous a légué ce soir. Donc, j'ai ajouté en présentant autre chose puis tout ça, mais c'est vraiment un don exceptionnel. C'était super important quand on a eu ce don-là. Aide-moi, Francine, au printemps, à l'été, d'assurément faire profiter nos membres de ce don-là. Puis, ben, la vie étant ainsi faite, là, la famille, là, dont M. Fitzgerald ici, là, nous a contactés, puis d'autres personnes, par hasard, là, de fil en aiguille. C'est vraiment unique comme moment là, de pouvoir montrer ça, puis en faire profiter au plus grand nombre. Là. La famille a eu un super réflexe en nous contactant et en nous offrant ces pièces-là qui sont conservées pour l'éternité dans notre local à côté.
qui sont consultables, puis euh, facilement là, pour des recherches ou pour le plaisir de les consulter aussi. Oui? Non, je pense pas. Non. Francine peut peut-être expliquer un peu plus le contexte. Oui, Francine? Oui. Ben oui. Parce qu'à l'arrière, il y a une autre maison aussi, là, en arrière. Là. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça. Là. À l'arrière, il y a une autre maison, là, en arrière du passage, là, si on veut. Là. Moi, j'ai eu un ami qui habitait dans le logement qui était à l'arrière. Là. C'est comme une maison, il habitait. Ouais. Le toit est assez pointu, là. Peut-être. Oui, oui, quand même. Oui, oui. C'est des logements. C'est des logements. Alors ici, pour la première fois, mon, mon compagnon du Collège Champigny, hein, Sébastien Barbeau en personne. Je te donne la parole, Sébastien. Oui, 600, 60 ans. Oui, oui. Ben, ça fait pas très longtemps, je te dirais autour d'une dizaine d'années environ. Euh, après 2010, 2012-2013 environ, elle avait été à vendre. Oui, la sœur de Linda Lemay avait acheté la maison et voulait faire une salle de spectacle. Ça a échoué un peu, c'était pas très grand pour faire ça. Puis ils ont décidé à ce moment-là de revendre. Et c'est là que la communauté orthodoxe roumaine a acheté la chapelle, puis l'a restaurée, puis c'est encore un lieu de culte aujourd'hui. Puis moi, j'ai eu la chance, quand la sœur Linda Lemay l'avait, d'être allée à l'intérieur aux Journées de la culture. C'est magnifique. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés là, dans la chapelle. Là. C'est tout en petites planches étroites, là, foncées. Là, c'est vraiment magnifique. Puis, ben, il y avait la corde qui pendait du clocher. J'avais dit, peux-tu l'essayer? Elle avait dit oui. Ben, j'ai sonné à la cloche. Puis, je te raconte un complément d'anecdote. J'ai une étudiante au cégep de Lévis, ben, j'enseigne au cégep dans la vraie vie. Puis, j'ai enseigné le Moyen Âge, pour faire une sorte courte. Puis à un moment donné, dans le Moyen Âge, on parle de l'année 1054, qui est le schisme qui crée la religion orthodoxe. Puis là, la petite étudiante a dit, moi je suis orthodoxe, je suis roumaine d'origine. Puis là, on se met à échanger comme ça. Puis elle dit, à Noël, on va dans une église à Québec, là. Je ne sais pas trop c'est où, là. On va avec mes parents. Je dis, y a-tu un aréna à côté? Elle dit, oui, oui, oui. Je dis, c'est à côté de chez nous. J'ai dit, je la connais, là, cette chapelle-là. C'est Henri Ross qui a payé pour la faire construire. Puis j'ai dit, j'ai déjà sonné à la cloche dedans. Fait que c'est ça. Là. Fait que elle, avec sa famille, parce qu'elle est de confession orthodoxe roumaine, bien, c'est la grande communauté de la grande région de Québec. On s'entend qu'ils ne doivent pas être énormes, là. Bien, ils viennent à la chapelle encore. Ouais. Oui, oui, absolument. Mon frère Guy veut parler. Là a été acheté par les orthodoxes qui ont travaillé pour la rénover. Il y avait des installations sanitaires
Fait que les gens venant à l'aréna de se présenter en même temps. Qui est le projet que ça faisait ça. C'est vraiment agréable. Ouais, C'est absolument, c'est des gens super sympathiques. D'ailleurs, il l'avait restauré étant dans d'eau de cèdre, puis il avait sablé ou gratté là, jusqu'au bois chaque bardeau, un par un, à la main. Vraiment, là, ça devait être long, en tout cas, ouais, c'est ça, pour l'anecdote. Fait que oui, c'est encore utilisé aujourd'hui, la chapelle anglicane. Qui sait, peut-être que c'est. Oui, puis peut-être qu'on pourrait aussi, en même temps, organiser une visite de la chapelle qui se trouve à l'intérieur de la maison des Pères du Saint-Sacrement. C'est dans l'eau 673, après tout. Hein? Denis Paul. Ah, il y a Michel après Denis, oui. Oui. Ils ont construit dessus, là. Quand ils ont permis cette école-là, Oui. Oui. Exact. D'ailleurs, là, j'avais cherché le lot de l'école et de la chapelle, et l'école était antérieure à la chapelle. Donc, on avait financé la construction de l'école avant de construire la chapelle anglicane. Donc, elle était un peu plus vieille. Puis moi, j'avais défendu l'idée de ne pas la démolir, là, parce que ça faisait partie d'un ensemble. Donc, l'école et la chapelle, là, finalement, ils ont démoli l'école, là, bien sûr. Ils ne m'ont pas écouté, encore une fois. Fait que, voilà. Ben, écoutez, il y a Michel. Oui, c'est vrai, Michel, vas-y. La famille Fitzgerald, Ross. C'est fou, hein? Quand même, là, depuis 1869, pendant 100 ans et un peu plus, là, on avait des représentants de la famille ici. Je penserais pas. Ouais, c'est ça, c'est dans le prénom. Comme Robert, là, c'est Robert F. Kennedy, c'est Francis Kennedy, c'est ça. Puis eux autres, ils étaient catholiques, alors que eux autres sont anglicans. Eux autres, ils étaient irlandais, Kennedy, alors que Ross, il était anglican. Oui? Je sais pas. En tout cas, ce soir, j'ai ouvert la porte, d'accord? Puis je pense qu'on a beaucoup de questions encore, puis on va essayer d'y répondre en complément d'information pendant peut-être plusieurs mois, années, là, sans doute. Mais c'est vraiment l'ouverture d'une porte. Puis je reviens à mon titre initial, Henri Ross, une histoire méconnue. Elle l'est un peu moins. Puis c'est un peu aussi grâce à des dons comme celui-là qu'on peut mieux connaître notre histoire locale. Puis nous, à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, on ne fait que ça. On ne fait pas de conférence sur l'histoire de la bataille des plaines d'Abraham. Ça nous intéresse, mais on fait juste de l'histoire locale chez nous. Je pense que c'est notre qualité première parce qu'on est capable d'aller exploiter à fond chacun des thèmes qu'on exploite là, dans nos recherches et tout ça. Merci à vous tous. Ouais. Peut-être avant de partir, nous donner un coup de main pour empiler les chaises sur les racks.